vendredi 28 mars. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est notre formule entre deux courses, ce qui signifie que je reçois certains de nos collaborateurs pour discuter des sujets de l'heure dans le monde de la Formule 1, des sujets qui ont attiré notre attention, mais aussi la vôtre, que vous nous avez fait savoir par l'entremise de notre page Facebook Messenger ou notre adresse courriel f1podcast en un mot à commercial gmail.com. Donc, sans plus tarder, on débute avec l'actualité dans le monde de la Formule 1. Il est maintenant temps d'accueillir nos collaborateurs. On commence avec celui qui est de retour d'Italie. Il est le champion de Formule F2000, Jean-Christophe Trahan, qui arrive de se promener en GT3 Mercedes qui appartient à la famille Antonelli. Comment ça va, JC? Ah, ça va super, surtout quand tu le recontextualises comme ça, les bons souvenirs me reviennent, et évidemment, je me sens très bien. Comment ça va, vous, les boys? Ouais, ça va super bien de notre côté. Écoute, on a eu beaucoup d'actions. Je sais que tu as porté attention au championnat du monde quand même de Formule 1, même si tu avais tes activités. Je suis sûr que tu as eu des super belles conversations avec des gens là-bas entourant la Formule 1. Donc, bien content de te revoir avec nous aujourd'hui. De l'autre côté, on a l'auteur du livre La Formule 1 au circuit, Gilles Villeneuve. Kevin Fontaine, comment ça va? Mais ça va super bien, Martin. Et toi, comment ça va? Ça va bien. Puis j'ai oublié de mentionner aussi tous les chroniques que tu produis maintenant sur la page de Mhm. Facebook. Tu as fait un podcast. Il y avait d'ailleurs celle de Liam Lawson en début de semaine, qui s'est avérée finalement à tomber au bon moment, puisque quelques jours après, ben, la nouvelle est tombée. C'est ce qu'on va discuter dans un court instant avant d'accueillir notre autre collaborateur. Il est l'analyste qui fait la description des courses sur la chaîne du GTCQ.tv. Il est aussi un pilote de la division élite de nos amis de la FSR. Comment ça va, François Goulet? Ben, de mon côté, pas très bien, messieurs. J'ai des doléances à faire. Passé une très mauvaise semaine parce que vous m'avez élu recrue de l'année pour l'année passée. Et après Oui. vérification, je me suis rendu compte que j'étais la seule recrue. Donc, j'ai eu ce prix-là par défaut et j'étais extrêmement froissé par rapport à vous tous. Mais écoutez, je vais rester professionnel. Je vais rester professionnel et je vais quand même tenter de répondre à vos questions. Mais en termes de revanche, à chaque fois que vous allez me poser une question qui concerne la Formule 1, je vais vous répondre des réponses de NASCAR. Oh, ouais, là, Bon, ça va merci être de nous pas nous en compliqué. rigueur. Ça va être Mais compliqué. T'as pas non, mais choisi la non. bonne épisode pour faire ça en C'est plus. des blagues, vous savez Euh, bien, mais très content d'être là avec vous. C'est le fun, on est les quatre, ça fait un petit bout, ça fait avant les fêtes, je crois qu'on était les quatre, donc ça risque d'être très intéressant pour nous et pour les auditeurs. Exactement. Puis le dossier avec lequel on va commencer, ben, d'après moi, c'est pas une balle courbe, vous en doutez pas mal tous. C'est tous les sujets là aujourd'hui là ont été choisis par soit les auditeurs ou par nous. C'est ce qui retient le plus l'attention dans le monde de la Formule 1. C'est important ce que les auditeurs pensent, mais ce qui est important aussi, un ajout cette saison au F1 Podcast, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons maintenant un commanditaire qui est Descœurs Incorporé. De Laval à Tremblant. Ils sont des leaders dans le domaine de la construction et dans la fourniture de matériel d'escalier. Donc, Descœurs Incorporé, eux, sont maintenant le commanditaire officiel de cet épisode du F1 Podcast. Donc, je voulais prendre un moment pour les saluer. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit qui pourrait toucher leur domaine, vous pouvez communiquer avec le F1 Podcast ou les trouver facilement sur Facebook, sur Instagram. Ils sont là aussi. Ils ont aussi un site Internet, donc c'est Descœurs Incorporé. Aujourd'hui, l'épisode, bien oui, on commence avec le sujet Liam Lawson. Je voulais commencer avec toi, François Goulet, parce qu'il y a à peine une semaine, même pas une semaine, on était ensemble, était réunis pour enregistrer l'épisode Votre guide pour le Grand Prix de Chine. Puis là, je te lançais un scénario qui semblait farfelu de dire, imagine si au troisième Grand Prix de la saison, Yuki Tsunoda va s'assire dans une Red Bull devant les siens au Japon. Là, j'avais précisé là, à ce moment-là, là, je veux pas me lancer des fleurs puis penser que j'avais raison puis que je savais tout ce qui allait arriver avec ma boule de cristal. J'ai dit, c'est de la science-fiction, là. Je te propose ce scénario-là. Et tu m'avais répondu. Moi, je t'avais répondu que tu avais raison, c'était un peu tiré par les cheveux de s'attendre à quelque chose comme ça arrive, mais en même temps, le fait d'y avoir pensé amenait un peu à la table que c'était quelque chose qu'on, tu sais, qui était possible à quelque part, mais dans la discussion à nous, tu sais, on s'est dit, ah non, tu sais, ça n'arrivera pas, c'est beaucoup trop tôt, etc. Donc, il s'en est passé des choses depuis la semaine passée.
Et là, il est arrivé et j'avais dit si ça prendrait un week-end catastrophique. À ce Mhm. moment-là, quand on se parle, c'était la sprint shootout, il était dernier, puis il était à 2 secondes de Max Verstappen. C'était déjà pas mal catastrophique, mais on se doutait pas, on pouvait peut-être pas se douter, c'est que le lendemain, il allait répéter avec une autre séance de qualification. Là, cette fois-ci, il était à 1 point quelques secondes de Max Verstappen, ce qui est encore beaucoup trop comparé de ton coéquipier, encore plus quand tu es dans une écurie principale. À ce moment-là, j'enregistre un autre podcast, retour sur le week-end de Chine. Je parle avec Kevin Fontaine. On discute, puis là, tout d'un coup, la science-fiction, ça commence à être de la réalité. Là, on commence à se douter que ça pourrait être une éventualité qu'on remplace Liam Lawson. Finalement, la nouvelle tombe. Comment tu as réagi à ça de ton côté, Kevin, d'arriver à cette conclusion-là, là, que finalement, nos craintes ou peut-être ce qu'on appréhendait est arrivé réalité, là, finalement, comme quoi que, ils ont pris la décision après seulement 2 grands prix. C'est sûr que c'est une décision qui a été évidemment pas facile à prendre et tout, au vu des performances de Lawson. Mais après avoir vu ce qui s'est passé en Chine, ça devenait une évidence que ça allait arriver. Parce que là, on va arriver à Suzuka sur un circuit que oui, Lawson a déjà roulé, mais c'est un circuit qui est très technique, puis c'est un circuit où c'est très facile de faire une erreur avec des grosses répercussions. Et moi, je pense que déjà Lawson, son état d'esprit était déjà pas très bon, donc en gros manque de confiance. Sur un circuit, tu arrives à Suzuka, un circuit très technique, pas facile. C'est pas le moment d'être dans une confiance aussi basse. C'est une spirale négative qui fait en sorte que là, le jeune ne se sent pas au maximum. Donc, moi, je trouve que c'était la bonne décision à faire de choisir Yuki Tsunoda au détriment de Liam Lawson. Je l'ai dit souvent au podcast, là, t'es je vais pas dire amateur, mais tu crois beaucoup en Liam Lawson. Tu as confiance en ce Mhm, qu'il est capable de faire. C'est un talent que tu voyais mhm. depuis longtemps. Tu as échangé de nombreuses reprises son nom avec moi. Tu me l'as mentionné. Tu dis, c'est un bon pilote, tout ça. Là, ça n'a pas fonctionné. Ça veut pas dire que c'est un aveu d'échec. Ben oui, c'est un aveu d'échec, mais ça veut pas dire que c'est un désaveu envers la carrière de Liam Lawson aussi. C'est sûr que là, il y a une grosse marche à remonter, pas faire un jeu de mots avec notre fournisseur, notre partenaire Descartes Incorporé, mais c'est toute une marche qui a monté, là. C'est pas une marche standard, là. Là, c'est sûr que tu redescends, tu vas rebâtir ta confiance. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une bonne voiture chez Racing Bulls pour faire ça, une voiture stable. Mais toi, de ton côté, Kevin, autant que tu peux être déçu, es-tu soulagé pour lui qu'on l'a remercié après seulement 2 grands prix ou t'aurais aimé ça qu'on poursuive un peu l'expérience? Moi, je trouve que c'est une bonne chose parce qu'on va le mettre dans une voiture qui est beaucoup plus simple. C'est facile à dire, mais une voiture qui est beaucoup plus simple pour lui, une voiture qui est plus aisée à piloter, beaucoup moins capricieuse que la RB 21. Donc, je pense que ça a été la bonne décision de laisser la chance à Lawson de se rebâtir une confiance, de se peaufiner, de reprendre le dessus sur la situation. Puis, quand on regarde le passé, Martin, chez Red Bull, il est arrivé la même chose avec Pierre Gasly, s'est fait remercier au bout de 12 Grands Prix. On regarde aujourd'hui Pierre Gasly, qu'est-ce qu'il en est devenu. Après ça, il était chez Toro Rosso, ça a bien été. Alex Albon, il a été remercié par Red Bull. On le regarde aujourd'hui, ça va quand même bien. Donc, moi, je trouve que c'est un pas de recul, oui, mais est-ce qu'on peut en faire deux, voire trois par la suite? J'espère que oui pour Liam Lawson. Ouais. Ouais, c'est sûr que si avec Alex Albon, on avait pris la décision de le renvoyer à cette époque-là, c'était AlphaTauri. Si on avait choisi de le Ouais. renvoyer là, ça aurait probablement été la meilleure décision possible plutôt que Mhm. de simplement lancer la serviette. Je suis content qu'on n'a Exact. pas fait ça avec Lawson. On a au moins appris de cette erreur-là Mhm. d'une certaine partie. Jean-Christophe Trahan, qui est notre pilote ici au F1 Podcast, on avait discuté ensemble dans l'épisode Entre deux saisons. J'apportais le commentaire du docteur Helmut Marko suite à la nomination de Liam Lawson chez Red Bull, qui avait mentionné, nous, on le veut à 3/10 de Verstappen. Là, forcé d'admettre qu'on n'était pas là pantoute, là. 3/10. Donc, lorsqu'on regarde, qu'on reprend cette phrase-là du docteur Marco, puis on prend la décision aujourd'hui de le remercier, on dit, ouais, c'est sûr qu'il était loin de l'objectif. Donc, ça vient pas un peu plus justifier la décision d'aller de l'avant avec Yuki Tsunoda? De ton côté, Jean-Christophe, t'en penses quoi? Ah, mais oui, c'est sûr, c'est sûr. On n'aurait jamais deviné, je crois, même avec les multiples éventualités de qu'est-ce un nouveau venu comme Liam Lawson pourrait faire, que ça serait ça la réalité, que il serait incapable de s'adapter à la voiture, il serait incapable de s'adapter à la manière que Max conduit la voiture,
et donc, en conséquence, modifie la voiture pour qu'elle soit conduisible, comme Sergio Perez a fait dans les 2 dernières années, et par conséquent est plus lent, et tombe dans une spirale descendante, comme Mhm. Kevin disait, c'est exactement ça. Et c'est comme ça que Marco le décrit. Donc, en plus que Helmut Marco, c'est probablement la figure la plus pragmatique, je crois, dans le paddock. Là, c'est lui qui prend la décision. Ben, c'est sûr que si ça revenait juste à lui qui est. Je crois qu'après la première qualification, ça, il serait déjà sorti. Et après 2 Grands Prix, là, ça donne en plus que c'est le Grand Prix du Japon. Honda ont fait un caucus et ont probablement lobbyé une partie de leur commandite en échange que Yuki puisse arriver pour le Grand Prix du Japon, faire un stand marketing qui est totalement, honnêtement, justifiable. Mais on n'aurait jamais pu deviner ça. Non, c'est ça. Puis On là, n'aurait jamais, 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 jamais. si on règle si on garde la règle du 3/10 qu'on avait imposée, c'est la première fois là, qu'on mettait un chiffre sur ce qu'on s'attend d'un coéquipier de Verstappen. Donc, Hmm. des fois, on avait effleuré le sujet avec Perez, dire au moins qu'ils se tiennent une certaine écart, mais jamais on l'a vraiment précisé. Avec Liam Lawson, on avait dit 3/10. Est-ce qu'on conserve la même écart, la même note de passage pour Yuki Tsunoda ou on joue avec ça? Parce que là, on parle d'une seconde. On a tout un écart à rétrécir, là. Est-ce que 3/10, c'est encore réaliste de demander ça, vu l'état de la Red Bull, vu ce qu'on connaît maintenant, à quel point qu'elle est difficile à piloter pour un autre pilote que Max Verstappen? Ben, je verrais pas pourquoi on demanderait différemment. Tu sais, Mhm. c'est ton coéquipier, c'est la personne qui a la même voiture que toi, qui a les mêmes effectifs, qui a les mêmes ressources à sa disposition. Techniquement, il serait supposé être égal ou même de le surqualifier des fois. On sait que c'est Max Verstappen qui est extrêmement rapide. Mais il n'est pas infaillible non plus. Il faut que son coéquipier soit là des fois, le week-end ou deux dans l'année où est-ce que Max, euh, il y a une hécatombe, il y a un problème avec un red flag, il peut mettre un temps Q3. Tu sais, vous voyez les éventualités comme ça. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui ramasse les pièces quand ça va pas bien. Il ne va pas tout le temps juste dépendre sur un cheval de bataille avec Max Verstappen et penser qu'on va s'en tirer avec le championnat. Non, Là, exactement. c'est comme ça sera cette année, il n'y aura aucun des deux championnats, même pas proche. Puis si je te demande une prédiction rapide comme ça, est-ce que tu penses que Yuki Tsunoda va mieux faire que Liam Lawson ou on va être dans la même situation le week-end prochain? Moi, je pense pas, pour la simple et bonne raison que il n'y aurait pas de raison pourquoi Yuki s'adapterait mieux que Liam, alors qu'à tête opposée, Red Bull a décidé de prendre Liam lorsqu'il avait testé les deux dans la voiture. Peut-être que Yuki a un tour dans son chapeau, puis lui, cette conduite-là, très pointue, avec une balance aérodynamique très sur le nez, que lui peut s'adapter rapidement, contrairement aux, quoi, 5 anciens coéquipiers de Verstappen maintenant. Ouais. Euh, C'est tout un cimetière Gasly, maintenant. Albon, ouais, exact, c'est un méchant. Pas La du monde qui a tendance emmené me en arrière de dit, la grange, pour prendre ton expression d'il y a ex- quelques semaines. ouais, Ouais. exact. On n'ira Là, pas plus loin dans l'explication, mais non, évidemment, là, j'ai l'impression que ça va être le même cas pour Yuki. Il m'a pas démontré qu'il n'y a rien de plus qu'un Liam Lawson à valeurs égales qui pourrait détromper la tendance des 5-6 derniers coéquipiers de Max Verstappen. D'après moi, ils vont venir disparaître au même. Ils vont se retrouver avec le même dilemme à la fin du Grand Prix du Japon ou le Grand Prix d'après. ouais. Ça va être aussi simple que ça. Toi, de ton côté, François, t'en penses quoi de cette situation-là? Depuis le départ, on était pas mal unanime, à moins que je me trompe pour F1 Podcast, on parlait tout qu'on voulait, on parlait de prendre Tsunoda à la place de Liam Lawson. Oui, En tout cas, du ben, moins de oh, mon côté, j'avais de la misère. Je voulais pas sacrifier un talent comme Lawson. Pour moi, on répétait la même erreur qu'on avait faite avec Albon. Là, Tsunoda arrive. Si on prend pour acquis qu'on a réglé notre erreur du départ, est-ce que tu penses qu'on peut bâtir quelque chose euh, à partir du prochain week-end ou on va se trouver encore dans une situation où ce que Tsunoda, c'est trop tôt pour qu'il puisse s'adapter, là? ben, on ne peut que l'espérer parce que, dans le Mhm. fond, pour partir au fait qu'on préférait, nous, au F1 Podcast, d'avoir Tsunoda, on se disait que Tsunoda, de facto, je pense, méritait sa chance avec Red Bull parce Ben oui. il est là depuis longtemps, il a de l'expérience, etc. Son niveau de maturité, on l'a toujours un peu dénoncé parce qu'on n'aime pas ses crises de nerfs. Puis ça, en F1, je pense que tu devrais compter chanceux d'être dans un baquet de F1 et non pas jouer la prima donna avec tes ingénieurs ou ton équipe et t'es toujours pogné les nerfs. Donc là, Yuki semble avoir fait un bout de chemin déjà avec ça, Oui. depuis aussi qu'il a accepté le fait qu'il n'y avait pas le volant. Cela dit, nous, il y a des choses qu'on ne sait pas non plus, que Red Bull savait, et ben, que Red Bull pensait, c'était que Yuki avait peut-être plafonné et que Liam Lawson, qui était
plus ou moins, vraiment à parité avec Yuki en termes de vitesse, peut-être un peu moins, là, mais très près de lui, avait un potentiel de développement beaucoup plus large, beaucoup plus grand que ce que Yuki pouvait présenter. Puis c'est la raison pour laquelle ils sont allés avec lui et aussi sa force de caractère, parce qu'il a montré beaucoup de belles bagarres roue dans roue. Il a donné du fil à retordre à Sergio Perez chez lui, au Mexique. Donc, tout laissait croire que Lawson allait être fort mentalement et allait pouvoir se développer. Ce qu'ils ne savaient pas, Red Bull, c'est que la voiture allait être tellement pointue que Lawson ne pourrait pas s'y adapter aussi rapidement. Et cette voiture-là a évolué beaucoup depuis le temps que les pilotes ont passé. Puis oui, Verstappen et Perez à l'époque donnaient leur rendu, mais je pense que les gens dans l'équipe Red Bull se fient un peu plus au rendu de Verstappen que de Perez, qui était moins capable de le rendre déjà en partant. Et on fait évoluer la voiture pour la rendre plus rapide au détriment de sa stabilité. Puis ça, ben, c'est que vu que Verstappen est capable de composer avec ça parce qu'il est un pilote extraordinaire, ben, ça vient jouer un peu sur les autres qui n'ont pas la même capacité, la même adaptabilité. Coup de syllabe, excusez. Adaptabilité que Verstappen. Donc là, ils ont fait l'erreur avec Lawson. Leur seule option, c'est Yuki Tsunoda. Ils n'iront pas, ils peuvent pas aller chercher ailleurs et ils prendront pas Isaac Hadjar, là. Non. Donc, prendre Tsunoda. En arrivant au Japon, on a parlé du coût commercial que ça ferait, mais moi, je me suis dit, ils vont sûrement laisser une chance à Lawson. J'en ai parlé la semaine passée, il connaît le circuit, il est en super formule là. Donc, je pensais vraiment pas que ça allait arriver aussitôt, mais là, ils se rendent compte que s'ils font pas un changement au terme purement sportif de pilote, ils vont se tirer dans le pied parce que c'est un début d'année où ils auraient dû compter beaucoup de points. Regardez où ce que Max a placé la voiture. Et là, c'est catastrophique comme départ pour Red Bull. Donc, moi, j'ai confiance par contre que Yuki va faire une meilleure taux de performance que Lawson pour la simple et bonne raison que je pense qu'il va être motivé. C'est la chance de sa carrière pour se relancer parce que l'année prochaine, il était sans contrat puis on s'est dit on savait pas trop s'il allait être capable de se placer. C'est une chance pour lui de se placer, de performer, peut-être de rester avec Red Bull et en même temps devant les siens, mais en même temps, ça amène une pression incroyable. Donc, Mhm. moi, je veux juste avoir espoir et y croire. Moi, ce que j'en reviens pas dans toute cette situation-là, c'est que Red Bull prend la chance d'aller avec Lawson. Tu dis, il y a des informations qu'on n'a pas, mais qu'on n'avait pas prévues. Tu sais, à quel point il a été mauvais, excuse-moi Bon. d'utiliser ce terme-là, mais Ah non, tu peux le dire. qui a Ouais. été pire que ce qu'on s'attendait, parce que c'est sûr qu'on avait prévu une période d'adaptation. C'est sûr je peux pas croire là, qu'on était naïf au point de dire, ah, il va y avoir une période de transition, ça se peut qu'on traverse une vague. On l'a tout vu venir, cette vague-là, mais je me dis à quel point elle est grosse pour qu'on ait décidé de dire, oh non, on la remontera pas. Après seulement 2 grands prix. Moi, je m'attendais à une période, tu sais, Jack Doohan commence en Formule 1 chez Alpine. On fait toujours référence à 5 grands prix, même Mhm. 6 parce qu'on calcule celui de l'année dernière. Mais que une période d'adaptation chez Red Bull, on avait prévu pas plus que 2 grands prix. Je pense pas qu'on l'avait prévu, mais de dire quel point qu'on est en réaction puis en panique, de dire, hey, là, on prend la décision. Puis en même temps, là, quand tu regardes l'échiquier, comment qu'on repositionne ça, c'est ce que ça aurait toujours dû être. Tu as un pilote qui a 90 grands prix dans ton écurie de développement. Yuki Tsunoda. Lui, tu as décidé de le laisser là. Ça n'a pas de bon sens. Ton pilote de 90 grands prix va être chez Red Bull à compter de la semaine prochaine. Puis les deux pilotes qui ont d'un côté, tu as Lawson qui a 13 Grands Prix d'expérience, puis Isaac Hadjar qui a un Grand Prix d'expérience. Là, ça recommence plus à ressembler à une écurie de développement, là. Lorsque tu as 14 Grands Prix d'expérience combinés en deux pilotes, là, tu peux dire, ah, ici, on développe. Ça a pas mal plus de bon sens qu'avoir un pilote qui se promène dans ton écurie de développement qui a 90 Grands Prix d'expérience. En tout cas, pour moi, quand je regarde ça, je me dis, le gros bon sens, on vient de remettre toutes les cartes aux bonnes places. Pour prendre l'expression à Kevin, Kevin dirait les bonnes personnes dans les bonnes chaises. N'est-ce pas, Kevin? En plein ça. Bon, ben, Moi, c'est. j'aime ça. Martin, j'aime ça Ouais. comment tu as discarté le fait que Isaac Hadjar avait un sur le Grand Prix d'expérience. Oui, ben, pour vrai, je t'allais avec les statistiques. Je t'allais avec les statistiques. Il n'y en a pas deux. Ben, Ouais. techniquement, non, là. C'est ça. Ouais. Malheureusement, il y en a un qui s'est terminé beaucoup Ouais, trop vite, puis c'est vrai. j'imagine qu'il aimerait ça qu'on arrête d'en parler. Puis Dr. Marco qui a dit que c'était embarrassant, lui, j'imagine aussi qu'il aimerait ça qu'on n'en parle plus de Ouais. ce Grand Prix-là qui n'existe pas, le Grand Prix fantôme d'Isaac Hadjar.
En tout cas, les gars, ça complète pas mal notre premier sujet là-dessus. C'était un gros sujet d'actualité. Il fallait Quand même. s'adresser là-dessus. Puis on n'a pas fini d'en parler, ça je peux vous le dire. Autant qu'on a jasé de Perez l'année passée, d'après moi, le deuxième pilote Red Bull, ça va être le gros sujet cette année. Un autre sujet qui retient l'attention depuis le début de la saison, on pourrait même dire depuis le 1er février 2024, c'est Ferrari. Pourquoi Ferrari, on en parle tant? Bien sûr, Lewis Hamilton qui est rendu là. Grosse transaction. On a décidé de laisser tomber Carlos Sainz, de favoriser un septuple champion du monde, et avec raison. Puis là, on arrive là, on attend un gros départ. On a changé la suspension à l'avant sur la voiture, une nouvelle mentalité de développement du côté de Ferrari. On pense que la voiture est très rapide. C'est ce qu'on entend dans les paddocks. Tout le monde attend qu'on dévoile notre jeu aux essais de pré-saison. Finalement, on est resté sur notre tapis. On n'a pas vraiment vu quelque chose. En Australie, il y a un circuit où ce que la Scuderia fait bien d'habitude. On reste sur notre appétit aussi. Manquait quelque chose. On se présente à la course sprint en Chine. Puis là, là, ça va bien. La séance de qualification de la sprint shootout. Lewis Hamilton est en pole. Ferrari est de retour. Il réussit à gagner sa première course. Oui, c'est une course sprint, mais c'est quand même l'accomplissement. On comprend tout. Tout le nuage, là, on dit, OK, Ferrari, il faut les prendre au sérieux, ils sont là. Oups, non. Double disqualification pour deux raisons complètement différentes. Puis oui, je veux le mentionner, Alpine a été disqualifié aussi. Pas juste casser des œufs sur le dos de Ferrari, là. Mais c'est juste que Ferrari, on se bat pour championnat des constructeurs. On est la Scuderia. Pas besoin de présentation. La voiture parle pour elle-même. On a un pilote septuple champion du monde. On a Charles Leclerc. Puis le prédestiné qu'on appelle en italien, que Jean-Christophe aime ça nous rappeler. Toute cette équation-là, mais on n'est pas capable de soumettre nos voitures à deux règles fondamentales, c'est-à-dire le poids et la hauteur. En 2025, là, on a fait encore cette erreur-là. Communiqué qui sort, qui explique que il n'y avait pas de méchanceté là-dedans, on n'a pas essayé de gagner un avantage, on apprend de nos erreurs, puis on le refera pas. Ça, c'est le même communiqué qu'on a publié en 2023 lorsque la voiture de Charles Leclerc était trop basse au Grand Prix d'Austin. Ça fait drôle, là. Tu sais, c'est les mêmes mots. On va apprendre de nos erreurs. Ouais, OK, 2 fois en 2 ans que ça arrive quand même. Donc, je vais commencer avec toi, François. Tiens, on parle, on pense quoi du début de saison de Ferrari avec tout ça? Est-ce que c'est juste deux grands prix puis on lance ça du revers de la main ou c'est inquiétant ce qui se passe? Inquiétant, non, parce qu'en fait, moi, j'ai confiance en Fred Vasseur et ce qu'il est capable de faire. En même temps, ils ont montré du beau résultat quand même en fin de semaine. Tu sais, ça a comme terni un peu la belle performance de Lewis Hamilton en course sprint. Mhm. C'est sûr que, tu sais, ils ont fait cette erreur-là il n'y a pas si longtemps. Donc, de celle-là, elle n'aurait pas dû se reproduire. Et pour ce qui est du poids minimum, c'est des spécialistes, c'est des tailles, des sommités pour calculer. Donc, ça avec, je pense qu'au niveau de la F1, c'est quelque chose qui peut pas arriver, qui doit être prévu. C'est inacceptable. C'est parce qu'on joue Ouais. tellement sur la limite à cause que ces petits détails-là, quelques grammes des fois font la différence en F1 tellement que c'est pointu. Mais faut quand même se garder une marge d'erreur parce que c'est tellement catastrophique comme fin de semaine. C'est 0 point dans la course principale pour Ferrari. C'est pire que la performance Red Bull. Tu sais, quand tu y penses, Ben oui. Red Ah Bull ouais. a compté beaucoup plus de points. Donc, je dirais pas, tu sais, c'est plate, c'est arrivé là. Je pense que Ferrari a quand même une excellente voiture, va pouvoir rebondir de cela. Néanmoins, c'est quand même inexcusable, là. Par contre, il y avait un petit détail que moi, justement, je voulais vous poser la question, parce que vous Ouais. savez peut-être, vous allez peut-être pouvoir m'éclairer là-dessus. Euh, L'histoire du patin, ben, que de la planche en dessous usée, qui est trop usée. Donc, on a quoi? On a 10 millimètres et on a le droit d'en avoir 9 à la fin. C'est bien ça? Hein? Il y On, a 1 millimètre qui a le droit de disparaître. C'est bien euh, ça? on a 9 millimètres puis tu as le droit faut pas que tu touches en bas de 8. OK, bon, OK, Ouais. bon. Ouais, en OK. tout cas, tu as C'est le ça. droit à 1 millimètre C'est d'usure. ça. C'est Dans ça. un Hein. week-end sprint, est-ce qu'on fait au gros total plus de tours de piste que dans un week-end normal? Tu sais, parlant qu'il y a des pratiques qui n'auront pas lieu, ou etc. Donc, le fait, est-ce qu'on a égal ou plus de nombre de tours? Est-ce qu'on le sait, ça? Mais Nous, là. normalement, c'est remplacé entre les séances. OK, donc Non, c'est supposé être équivalent. c'est Est-ce supposé être qu'on. équivalent. C'est OK, exactement. Puis on aurait dû faire une étude
En début, normalement, ce qu'on fait, c'est qu'après les premières séances d'essai libre, si on s'en va vers, c'est la direction qu'on veut prendre, on va prendre une lecture, puis on va dire, si on est à tant de millièmes d'usure pour tant de tours, ben, on est capable de faire un calcul que on va le multiplier sur plusieurs tours, puis on va arriver. Puis il y a aussi le calcul de faire, lorsque la voiture est pleine de carburant, bien sûr, elle Ouais. va s'affaisser, elle va être plus basse. Donc encore là, je reviens à ce que tu disais tantôt, c'est toutes des questions de calcul, mais c'est des calculs que normalement, lorsque tu endosses un chandail avec cette responsabilité-là, tu es supposé être capable de le comprendre. Est-ce que je peux leur laisser le bénéfice du doute à cause qu'on a une nouvelle suspension à l'avant? Est-ce que ça a modifié un calcul qu'on avait déjà établi par le passé? Peut-être. Ça peut être une possibilité. Mais encore là, on l'a pas. Du côté de Charles Leclerc, on a été correct sur la hauteur de la voiture. Donc, Ben, c'est ça aussi, ça se pose des questions, hein. c'est ça. Normalement, si les calculs sont, ben, ils ont peut-être justement pas les mêmes ajustements selon leur type de Leur préférence. pilotage aussi. Ouais. Lewis Hamilton semble aimer une voiture plus basse. Puis on a vu des comportements bien différents hein, de la part des deux Ferrari au cours du week-end. Mhm. Tu sais, on voyait un moment où ce que Lewis Hamilton semblait très fort dans la sprint. Puis après ça, on a vu un moment où ce que Charles Leclerc, malgré un aileron en moins, Oui. puis en plus, il y avait du poids en moins aussi qu'on a su par après. Mais on voyait que sa voiture réagissait d'une drôle de façon, différemment de celle de Lewis Hamilton. Donc, ça se peut que les réglages étaient bien différents d'un côté ou de l'autre mais il y a quand même quelqu'un qui doit faire respecter qu'on tombe Mhm. dans les bons réglages. De ton côté, Kevin, j'imagine que tu vas dans le même sens. La bonne nouvelle du côté de Ferrari, c'est qu'on n'a plus des saisons de 16 Grands Prix. Donc, lorsqu'on fait zéro Grand Prix ou deuxième Grand Prix de la saison, ben, il nous en reste encore 22 pour se reprendre. Oui, effectivement. C'est sûr que c'est un début de saison qui est quand même assez compliqué, là. On va se le dire, c'est vraiment pas l'idéal. Surtout, je pense qu'on attendait Ferrari euh, quand même proche de McLaren pour la lutte au championnat des constructeurs. Sauf que là, Et quand on derrière regarde, Williams. ouais, c'est ça exactement, derrière Williams et une poignée de points devant Haas, c'est pas rien. Puis quand on se dit que le meilleur pilote à moteur Ferrari, c'est même pas un pilote Ferrari, c'est Esteban Ocon. Oui, C'est exactement. ça qu'il faut se dire. Et moi, c'est ça. Je te dirais que je suis quand même un peu déçu, oui, mais est-ce que je vais lancer la serviette? Non. Je trouve qu'il est encore trop tôt. Par contre, je trouve qu'il y a beaucoup de travail à faire chez Ferrari. Parce que c'est des erreurs. Autant qu'il y a un certain moment, il y a quelques années, on avait beaucoup d'erreurs dans les puits. Notamment la saison 2022, on avait beaucoup d'erreurs dans les puits. On semblait ne pas apprendre et des erreurs au niveau stratégique aussi. Donc, ça, c'était problématique. C'est important de ne pas répéter ces erreurs-là qui nous ont fait couler par le passé si on veut avoir une chance de battre une écurie qui, là, a le vent dans les voiles en McLaren. Auparavant, c'était Red Bull, là, c'est McLaren. Donc, il faut vraiment se retrousser les manches, réussir à motiver les troupes comme il faut, parce que c'est pas long avec la pression qu'on a là-bas en Italie. euh, c'est pas long que ça peut commencer à dégringoler assez rapidement. On représente la nation italienne. C'est pas juste une écurie de Formule 1, on représente un pays entier. Donc là, qu'après ça, quand les journaux se mettent sur notre dos, les médias transalpins se mettent sur notre dos, ça commence à être assez rock'n'roll pour dire l'expression. Donc, attention, je jette pas l'éponge, comme je dis dans le cas de Ferrari, mais il y a du travail à faire pour réussir à ramener cette écurie-là au sommet parce qu'on attend un championnat depuis assez longtemps. Merci. Et si, moi, admettons, je veux y aller du côté positif, je me dis, on a fait l'erreur en commençant la saison. Ça a été notre retour à la réalité, Mhm. notre appel de réveil pour dire, la saison a commencé, les boys. Mesure ta voiture, pèse ta voiture, enlève-toi les deux pieds dans la même bottine, avance, puis on a un championnat à aller gagner. De ton côté, JC, je veux aborder la question différemment. Je veux pas tourner le couteau dans la plaie d'un gars qui aime quand même bien Ferrari. Fait que je vais t'épargner aujourd'hui. Tu arrives de l'Italie puis tout ça. Fait que Ouais, je veux pas merci. te brusquer. Mais j'ai une question pour toi de technique qui me brûle les lèvres depuis longtemps. Puis ça va tomber ses nerfs. Puis là, j'attire ton attention là-dessus. On retourne dans les essais pré-saison. OK? On a un septuple champion du monde en Lewis Hamilton qui débarque chez Ferrari. Charles Leclerc sort de sa voiture après son avant-midi d'essai libre. Et à la place d'aller prendre son sandwich italien, manger ses viandes froides, se calmer dans l'air de détente, il décide de rester sur le mur des puits, prendre un casque d'écoute et aider son nouveau coéquipier Lewis Hamilton, lui donner des indications, l'aider là, à mieux apprivoiser la voiture. Puis tout ça. Moi, mon réflexe, je regarde ça, je dis, il petit tombé sa tête. Lui. Lewis Hamilton, là, il s'en vient pour prendre
ce que tu veux. Il s'en vient pour être champion du monde chez Ferrari. Ça n'est pas caché. C'est ce que tu veux, Charles. C'est ton rêve. Je comprends que le mot coéquipier et tout ça, mais qu'est-ce que tu fais là? Aider un septuple champion du monde à te battre dans la même voiture que toi au cours de l'année, puis essayer de le faire le plus rapidement possible en lui donnant des indications sur comment la voiture fonctionne. Moi, je regarde ça, là, puis j'étais la première fois que je voyais ça. Puis là, je me dis, ah, je vais me mettre dans la tête d'un pilote. Jean-Christophe, aurais-tu aidé Lewis Hamilton à apprivoiser sa Ferrari? Excellente question, vraiment. J'avais entendu parler de ça, mais je n'étais pas sûr que c'était confirmé et tu me le dis, donc ce doit l'être. Et moi, ce que ça me dit, c'est premièrement, Charles, c'est quelqu'un qui a une confiance passive très grande. C'est pas quelqu'un de insécure de ses habilités au point où est-ce qu'il doit penser avoir n'importe quel petit avantage et se les garder pour lui-même. Euh, Malgré que les pilotes, même il y en a des pilotes qui sont très confiants, qui vont quand même garder tous les avantages pour eux-mêmes. Là, Je parle là, comme un excuse-moi. Fernando Alonso. Ouais, Lui, excuse-moi, là, Jean-Christophe, t'arrives. On va sauver du temps parce que t'arrives exactement où je voulais en venir. Si c'est parce qu'il y a un excédent de confiance en lui, il n'y a pas de complexe, il n'y a rien. Donne-moi d'autres pilotes qui ont fait ça dans l'histoire. Parce que moi, j'ai pas vu Lewis Hamilton aider George Russell quand il est arrivé chez Mercedes. hmm, oui, oui, oui. Mais, je sais pas. D'après moi, c'est plus une question de Il est fait comme caractère ça. intrinsèque. Ouais. Charles Leclerc, c'est un bon mec. C'est quelqu'un qui est très affable, qui est très honnête, et il confirme encore une fois, mais je comprends ce que tu veux dire aussi. Oui, mais la plus grande majorité des autres pilotes le feraient pas, et pour bonne raison aussi. Je veux dire, c'est un des domaines les plus contingentés dans le milieu sportif sur la planète. Mais ça, d'après moi, c'est vraiment plus une confiance tout à travers l'équipe. C'était probablement même Ferrari eux-mêmes qui ont dit tu vas aider Lewis à pouvoir s'adapter. Ah ouais, tu penses? Tu penses que Selon Ferrari moi. c'est allé jusque-là à dire tu Oui. vas aider Lewis à ça? Moi, je suis surpris de ça, pour vrai. Moi, avoir été Et l'agent de Charles, j'aurais dit, qu'est-ce que tu fais là, Charles? C'est- avec Je, raison. Ouais, je- ouais. je- écoute, ça m'a jeté à terre quand j'ai vu ça. Puis regarde, on est au deuxième Grand Prix. Puis ça me revenait dans la tête, ça me revenait dans l'actualité quand je voyais Lewis Hamilton en avant, en course sprint, gagne la première victoire sprint, mais de 2025 à bord d'une Ferrari. Je me dis, puis Charles est en arrière à se poser des questions. Puis je me dis, oh, c'est que t'as fait. En tout cas. Mais puis là, je comprends, les gens écoutent, ah ben voyons donc, ils sont dans la même équipe, c'est des coéquipiers. Parfaitement d'accord, sauf nommez-moi d'autres personnes qui font ça. D'autres pilotes qui prennent leur pause pour. Tu sais, j'ai même pas vu Albon faire ça pour Carlos Sainz. Puis encore là, ça aurait peut-être pu être fait. Puis Alex Albon, ça semble un bon gars. Mais je veux dire, je me rappelle pas d'avoir vu. Tu sais, j'ai pas vu Max Verstappen aider Liam Lawson. OK, c'est une personnalité différente, mais j'y vais à l'inverse. Je me rappelle pas d'avoir vu Lewis Hamilton prendre George Russell par la main et dire Hey George, c'est comme ça que l'auto fonctionne. Donc encore là, ça montre que Charles Leclerc a des caractéristiques tellement différentes, mais encore là, c'est ce qu'on lui reproche de l'autre côté, de dire c'est peut-être trop un bon gars pour devenir un champion du monde. Puis ça, c'est peut-être encore une preuve de ça, de dire le gars, je vais pas dire qu'il est naïf, il est juste vraiment bon. Puis il est dans un sport où, que, tu sais, pour reprendre l'expression que Eddie Jordan s'était fait dire, François, c'est quoi qui s'était fait dire Eddie Jordan lorsqu'il s'était fait prendre Michael Schumacher? Il s'est fait dire bienvenue dans le monde Oh, des. bienvenue dans le monde des piranhas, oui. Exactement. Bienvenue dans le monde des piranhas. Puis je pense que Charles Leclerc a eu besoin peut-être de se le faire rappeler. Les Euh, boys, c'est ce qui conclut le dossier Ferrari. Maintenant, on va passer à un autre dossier qui me tient à cœur là, depuis longtemps que j'avais hâte d'adresser avec vous. C'est le dossier de la présidence de la FIA. La raison pourquoi que je parle de la présidence de la FIA, c'est qu'au mois de décembre, Monsieur Mohamed Ben Sulayem pourrait solliciter un autre mandat parce que c'est permis. Mais il y a eu une rumeur comme quoi Suzy Wolf, la femme de Toto Wolff, aussi la présidente de F1 Academy, voudrait se présenter pour poser sa candidature pour devenir présidente de la FIA. J'ai vu des gens qui approuvaient cette candidature-là, qui disent Ah, c'est une grande dame, elle va faire un grand travail, elle va être très, très bonne. Puis, il y en a d'autres comme moi, je me suis déjà prononcé avec Jean-Christophe, on a déjà effleuré le sujet à la fin d'un épisode. Pour moi, ça n'a pas de bon sens. Pour moi, si conflit d'intérêts dans le dictionnaire, vous voulez trouver une image, c'est prendre la femme d'un propriétaire d'une écurie de Formule 1, parce que oui, Toto Wolff est propriétaire
d'un certain pourcentage de l'écurie Mercedes, c'est prendre lui d'un côté, directeur d'une écurie propriétaire, et de l'autre côté, prendre son épouse et la mettre en charge de la Fédération internationale automobile, la fédération en charge de légiférer la compétition et de garder ça honnête. OK, je comprends, là, il y a des failles dans toute la FIA, tout ça, mais là, il me semble que c'est de jouer avec le feu, avec l'intégrité du sport. Puis quand je dis ça, faire attention pour qu'on se fasse poursuivre, je veux pas remettre en doute l'intégrité de Mme Susie Wolf, parce qu'on sait qu'elle y tient, puis il faut surtout pas toucher à ça. Sauf que même si je donne le bénéfice du doute, même si je me dis, cette femme-là est intègre et la réincarnation de l'intégrité, cette femme-là, là, il y a pas plus intègre que ça. Quand même, comment j'empêche les gens, les partisans de F1, les amateurs qui écoutent des Grands Prix la fin de semaine, lorsqu'une décision va être sur la ligne entre Mercedes et la FIA, qu'on va décider de ne pas prendre la décision, comment j'empêche les gens de remettre en doute constamment l'intégrité du sport à cause qu'il y a ce lien-là qui les unit, un lien très, très fort, là. Il n'y a pas grand-chose de plus fort que le mariage, je pense. Fait que ce lien-là, comment on fait pour le tasser puis dire non, non, c'est des gens professionnels, puis il n'y a rien, 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 il n'y a pas de communication, il n'y a rien qui est pris, qui est biaisé dans ces décisions-là. Kevin, je commence avec toi. C'est quoi ta perception sur, même si elle n'a pas voulu aller de l'avant avec ça, tout au long, fait dire, ah, ben, heureuse dans ce qu'elle fait, puis tout ça, il est encore tôt avant de soumettre des candidatures. Qu'est-ce que tu penses juste du fait de Suzy Wolf d'avoir une candidature pour elle comme présidente de la FIA? Du scénario où ce qu'elle pourrait être en charge de la Fédération internationale automobile? Ben écoute, c'est sûr que c'est un sujet assez délicat pour la situation que tu viens de nommer, Martin, et je suis de ton avis. C'est sûr que si ça arrive, ça va causer conflit d'intérêts. C'est inévitable, surtout dans une situation, imaginons un instant, dans une situation où Mercedes peut se permettre de jouer le titre mondial, autant pilote-constructeur face à une autre écurie, et Mhm. que, comme par hasard, il y a des décisions qui font en sorte que Mercedes tire un avantage, on imagine ça comme ça, ou qu'une Mercedes ne remplit pas une certaine règlement, un certain règlement technique, mais ça passe. On suppose, on fait ça comme ça. Donc, moi, j'ai un peu de mal avec cette décision, avec ces décisions-là. Elle a le droit de se présenter. C'est tout à son droit. Mais je trouve que ça serait pas très, excusez l'expression anglaise, legit de le faire d'en arriver là et tout. Mais c'est sûr qu'il faut faire attention pour pas trop se jeter dans la gueule du wolf, comme on dit. Oui. Oh! Non, c'est sûr que de son côté, elle n'a pas été contente parce que il y a eu des accusations comme quoi elle aurait transféré des informations dans Mhm. son poste de en académie. Elle a même poursuivi Ouais. la FIA parce qu'on a osé vouloir ouvrir une enquête suite à des allégations, à une plainte ou quoi que ce Mhm. soit. Je pense que n'importe quel employé cadre dans ces fonctions-là a ces responsabilités-là qui viennent avec, Mhm. puis on est imputable. On est imputable d'être enquêté à n'importe Ouais. quel moment. On l'est dans différents métiers, là, des métiers qui sont moins connus. Justement, lorsqu'il y a apparence de conflit d'intérêt, ben, on est soumis à des enquêtes. Ça, c'est normal. Mais elle a refusé d'être soumise à ça. Elle a dit que son intégrité était attaquée par juste le fait de mentionner ça. Donc là, j'imagine, on pousse ça plus haut. Et puis, directrice de la F1 Academy, directrice de la FIA, Jean-Christophe Trahan écoute un Grand Prix la fin de semaine. Puis là, tout d'un coup, ils voient une décision qui pourrait être douteuse. Douteuse, même à l'endroit peut-être plus sévère, à l'endroit de Mercedes, pour montrer justement qu'on n'a aucun lien, ou du tout, justement, on ne sévit pas, on est un peu moins sévère. Est-ce que tu es capable, Jean-Christophe, de complètement dissocier le lien entre Toto Wolff et Suzy Wolff et de vraiment te dire, toi, comme, oh non, c'est une personne impartiale avec une intégrité incroyable, donc je suis persuadé qu'il n'y a pas eu rien dans sa décision qui a été biaisée par le fait qu'elle est mariée avec un directeur propriétaire d'une écurie. Est-ce que tu es capable de faire ça, toi, Jean-Christophe? Non, 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 il n'y a rien à faire, je veux dire. Ces gens-là, la F1, la course automobile, c'est leur vie. Ils ne respirent que ça, les deux. Les deux sont dans l'industrie. Comment est-ce que tu peux pas arriver à un sujet, même si c'est pas d'informations pour bénéficier un manufacturier en particulier, par exemple, évidemment, Mercedes, avec l'information que Suzy Wolf ou des décisions qu'elle aurait évidemment une grande influence dessus. Si c'est pas juste ça, c'est de l'information préférentielle, peu importe. Mhm. Il est VIP, il y a n'importe quelle nouvelle qui t'en branle et que les autres propriétaires d'équipe ou équipes sont encore dans l'ombre. Lui, il est VIP sur tout. Et
pourquoi est-ce que c'est pas d'une évidence, comme tu dis, Martin, telle que c'en est presque absurde de même juste le considérer Ben oui. Ouais, ouais, pour moi, pour c'est le les même que je gens le en sens. Ouais. général. Ouais. Ça en est presque comique. J'ai l'impression d'être dans un dîner de con puis je t'ai invité. Mhm. C'est comme, c'est quoi ça? Comment est-ce qu'on est supposé avoir justement gardé notre intégrité de dire comment, oui, on est vraiment objectif, nous, à la FIA. Euh, j'aime Mercedes, mais c'est pas pour autre raison, parce que mon mari, c'est propriétaire chez Mercedes. Non, non, non. Hey, là, ça n'a aucun rapport. On en a déjà jasé. Et l'ironie en est telle que j'ai même pas rien d'autre à ajouter. L- l- La situation en elle-même en est déjà trop absurde. Il n'y a Ouais. rien que je peux rajouter qui exacerberait la situation plus qu'elle l'est déjà. Non, exactement. C'est Puis vraiment fou. de ton côté, François, quand tu regardes cette situation-là, euh, on le sait que des fois, des partages d'informations, même une petite information qui est peut-être banale lorsqu'on la partage, quelques mois plus tard, elle a un poids, cette information-là. Elle devient quelque chose qu'on peut utiliser. Il y a aussi le fait que oui, c'est son mari. Les gens vont dire, ah, ben, on est capable d'occuper deux postes, puis ils ont deux cerveaux, c'est deux personnalités différentes. On est capable de faire la part des choses. Ça, je comprends tout ce beau scénario-là qu'on est capable de se monter. Sauf que dans la réalité, c'est pas tous les amateurs qui écoutent la F1 qui vont être prêts à acheter ce scénario-là. Puis il y a aussi le fait que elle a quand même un patrimoine familial dans Mercedes, là. Il y a des gros investissements, là. Toto Wolff, c'est un milliardaire, là. Il y a énormément d'argent dans Mercedes. Puis cet argent-là, indirectement, c'est aussi le patrimoine familial de de la candidate à devenir présidente de la FIA. Donc, si ça, encore là, on le regarde pas de l'autre côté, puis on voit pas un conflit d'intérêts, j'ai beaucoup de difficultés là, à voir ça autrement. De ton côté, François, t'en penses quoi? Ben, je rabonde dans le même sens. Ça, c'est conflit d'intérêts flagrant. Mais quand je réfléchis à la situation, mettons, parlons pas de ça, OK? 2 secondes. Suzy Wolf, en termes de Femme, candidate pour le poste, c'est ça. moi, number one. Je suis un gros fan Mhm. de Suzy Wolf depuis longtemps. En fait, j'ai connu Suzy Wolf avant de connaître Toto Wolf. Parce que Ouais. j'écoutais le DTM, puis après ça, j'ai compris pourquoi elle avait ce nom-là. Tu sais, je savais pas tant c'était qui Toto Wolff à l'époque parce qu'il était plus effacé. Mais la situation où je vois que ça pourrait arriver, écoutez, là, Toto Wolff, ça fait longtemps qu'il est pour Mercedes. Il a Ouais. tout gagné. Il vieillit. Hein, on ne le voit pas rajeunir non plus. Qu'est-ce qui vous dit que peut-être ne prendrait-il pas, sa retraite, vendre ses parts, se dissocier totalement de Mercedes? Et à ce moment-là, ça pourrait ouvrir la porte à sa jeune femme qui veut continuer à faire carrière là-dedans. Puis, tu sais, je trouve que c'est rapide un peu dans un an parce que le lien serait peut-être encore un peu trop frais. Mhm. Mais si Ben Sulayem fait un autre mandat de 4 ans, ça laisse en masse le temps à Toto Wolff de vendre ses parts, faire son deuil, prendre sa retraite et d'ouvrir la grande porte à Suzy Wolf en écartant la possibilité du conflit d'intérêts. Parce que c'est sûr et certain que si lui est en poste encore avec Mercedes, ça ne peut pas arriver. C'est impossible. C'est impossible à concevoir. C'est ça que JC disait. Le mot de juste le fait de le concevoir, moi, je ne peux pas concevoir ça. Donc, Ouais. Pour ma dans part, les... elle peut même pas être sur le bulletin de vote. Non, c'est C'est ça. ça. Tu sais, Pour moi, elle peut même pas être considérée. Puis c'est le seul, je suis content que tu l'évoques, parce que pour moi, c'est le seul scénario possible, c'est de dire que Toto Wolff vend toutes ses parts. Il n'y a ouais, plus ouais, ouais. aucun actif dans Mercedes, dans la F1. Il n'y a plus rien. C'est le seul côté que je peux voir. Puis pour les gens qui vont mentionner, ah, mais il y a déjà eu Jean Todt, mais Jean Todt n'était pas marié avec quelqu'un chez Ferrari, là. Jean Todt a eu Ouais. une allégeance à Ferrari, mais a quitté. C'est comme, justement, Mhm. si Toto Wolff un jour décidait de devenir un président de la FIA, peut-être qu'un jour il pourrait être un bon candidat. Il y a beaucoup d'expérience dans le sport Ah automobile. oui. Puis c'est sûr que les gens iraient de faire des liens, de dire, ah, ben, c'est sûr qu'il est proche avec Mercedes. On pourrait le faire. Mais ça, encore là, c'est de rabouter des bouts de ficelle qui sont détachés. Mais là, il y a vraiment un lien, il y a un anneau, un lien légal qui les lie encore entre eux. Donc, tant que tu as ce lien-là, pour moi, on peut pas présenter sa candidature. Puis ça, c'est comme ça dans plein d'autres domaines, hein. Il n'y a pas juste la FIA où on va enquêter sur les conflits d'intérêts, puis on va forcer des fois des gens à vendre des parts
ou quoi que ce soit Mhm. si on a peur que ça vienne nous rattraper plus tard lorsqu'on occupe des postes importants. En tout cas, c'était le tour de table que je voulais faire sur ce sujet-là. Et c'est un sujet que ça faisait longtemps que j'en revenais même pas qui était d'actualité pour prendre ce que JC dit. C'est loufoque de considérer ce scénario-là. Mais on est pas mal tous d'accord avec ça. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit, il faudrait qu'il y ait des décisions qui se prennent dans le clan de Toto Wolff pour qu'on puisse aller de l'avant et que ça soit acceptable. Autre dossier qui retient beaucoup l'attention. Puis là, je ne ferai pas un tour de table pour vous demander, messieurs, êtes-vous en faveur pour le retour des moteurs V10 en Formule 1? Parce que j'ai l'impression que ça serait une méchante perte de temps. Je suis pas un cave. J'ai l'impression que vous êtes pas mal tous d'accord avec le retour des V10. Fait qu'on va épargner ce tour de table-là, ces questions-là. Le sujet. Lorsque ça revient d'actualité, on en parle de plus en plus. Il y en a qui disent que c'est fait, on s'en va vers le V10. Il y en a d'autres qui ont leurs réserves face à ça. Kevin m'appelle une bonne journée. Il dit, Martin, as-tu vu l'information qui s'en va pour les V10? Je dis, oui, j'ai vu ça. C'est assez incroyable, tout ça. Là, Kevin, il me demande, t'en penses quoi? Je dis, ben, j'en pense qu'Audi va être en maudit. Parce que Audi travaille à faire des moteurs, euh, veut se lancer en Formule 1. On leur vend ça, puis dit, ah oui, venez, ça va être simplifié, ça va être le fun pour vous, puis tout ça. Ils disent, parfait, on embarque, on le fait. Puis là, après ça, là, une fois qu'on est rendu, là, quasiment un pied dans la porte, on est rendu à mettre la clé dans le moteur, puis que ça commence à sentir le gaz, on dit, hey, en passant, on avait oublié de te dire que on trouve que ce serait une maudite bonne idée d'aller au V10 à partir de 2028. Fait que ton beau moteur, là, ton beau bricolage que tu as fait en usine, là, ça va être pour 2 ans seulement. Là, eux autres, ils disent, c'est quoi? Avec, avec raison, là. Ils viennent d'investir de l'argent, c'est pas vrai qu'on va faire un moteur juste pour 2 ans. Puis j'ai tendance à être d'accord avec eux. Puis l'autre bout de ça, moi, qui me dérange de ce scénario-là, là, puis, tu sais, prenez-moi pas tu sais, en mauvaise. Je veux pas mal m'exprimer par rapport à ça, là. Je suis en faveur du retour des V10, là. Je trouve ça le fun. Sauf que j'essaie d'y aller tout le côté logique. Si on débute un championnat la saison prochaine, 2026, tout le monde a des nouveaux moteurs. Honda arrive, leur moteur est épouvantable. Il est pas bon. Skoda va commencer à dire, ah, on va se mettre la tête là-dedans, puis on va mettre la main dans la poche, puis on va commencer à trouver des problèmes pour avoir un meilleur moteur parce que on a 2 ans à faire avec ce moteur-là, parce qu'en 2028, on s'en va au V10. Est-ce que tu investis de l'argent? Est-ce que tu développes cette technologie-là qui est morte avant même d'avoir vu le jour? T'en penses quoi, toi, Kevin, de ça? Je te dirais que j'adorais évidemment le retour, mais je trouve que en ce moment même, on est trop serré dans le temps pour, pour que ça soit fait. Si l'idée avait été établie, disons, 2023 peut-être, peut-être qu'on aurait pu jongler avec ça, mais là, en ce moment, il y a tellement de coûts, il y a tellement de temps de préparation pour cette nouvelle réglementation-là que je vois pas les écuries arriver et dire OK, c'est correct, on va faire ça pour 2 ans, puis après ça, on change au V10 avec les carburants durables. Non, ça serait vraiment une énorme perte d'argent pour dire que finalement, on a décidé de faire un règlement technique qui ne fonctionne pas. C'est vraiment, c'est vraiment pas ce qui est le plus idéal et tout. Et là, les écuries investissent des sommes colossales pour développer cette nouvelle technologie-là, ce nouveau règlement technique-là. Euh, J'aime l'idée. L'idée, elle est bonne. C'est très attrayant. C'est très attrayant pour les fans. C'est très attrayant pour les nouveaux fans qui vont arriver et qui vont attendre ce son-là, là, des V10 avec les voitures. Oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'on s'y est pas pris peut-être un peu trop tard? C'est ça le bémol. On veut rattraper une erreur. On a fait une erreur, puis on veut Oui, la rattraper, sauf que exact. il va y avoir des dommages collatéraux à travers tout Oui. ça. Puis le premier, c'est celui que j'ai pensé, c'est le logo ramassé d'anneaux, là, Audi, là, Mhm. eux autres, c'est sûr qu'ils sont pas contents. Ils sont pas contents de Effectivement. ce changement-là. GM sont dans une bonne position. Eux autres, ils n'ont pas trop commencé le développement d'un moteur. Tu sais, ils ont Mhm. des concepts, ils ont des. Puis eux autres, le V10, d'après moi, ça fait leur affaire. Je me demande si c'est pas même un peu de lobbying de leur côté aussi, de dire, ah, tant qu'à en faire un, pourquoi on fait pas un V10? Tu sais, puis ils sont encore là, ramener du bruit, ramener du son, avec les carburants synthétiques qu'on va emmener en Mhm. Formule 1, avec l'empreinte zéro carbone, toutes ces choses-là. Mhm. C'est plus grave un V10, là. C'est plus un problème, là. À part les gens de Saint-Lambert, il n'y a pas grand monde qui vont se fâcher de ça, là. Ça va passer, là, le V10. Mais le problème, c'est comme qu'on dit, Audi.
Puis moi, ce qui me dérange, c'est de dire, là, on présente une nouvelle réglementation en 2026, mais on l'a déjà mis aux poubelles avant que ça commence. Toi, de ton côté, Jean-Christophe, t'en penses quoi? Je sais que tu es en faveur du V10, mais tu trouves-tu que c'est encore là, c'est un scénario qui est loufoque ou tu penses qu'on va réussir à trouver une façon de s'arranger? Je crois qu'il y a une solution qui est même peut-être plus simple qu'on pourrait penser. Peut-être qu'elle fait pas trop de sens. Pour moi, elle en ferait. Là, on dit 2028, ce qui est particulier parce que c'est un petit peu dans la moitié de la nouvelle génération ou dans la période de nouvelle génération post-2026. Parce qu'au départ, ce qu'on avait On... dit, c'est qu'on avait dit que les moteurs 2026 iraient jusqu'à 2031. Donc là, on comprend Audi d'investir de l'argent puis de développer un moteur lorsqu'on sait qu'on est capable de conduire cette technologie-là jusqu'à 2031. Donc, 2026, tu présentes ta première génération, tu continues de le développer et de construire Hmm. dessus. Si on retourne là, pas si longtemps que ça, Jean-Christophe, là, 2014, on avait amené l'air hybride, puis ces moteurs-là nous ont emmenés jusqu'à où? Nous ont emmenés jusqu'à 2000, on est encore dans cette ère hybride-là, dans ces moteurs-là qui ont eu des évolutions. On les a gelés au tournant de 2021, si ma mémoire est bonne. Donc, on garde encore cette technologie-là. Donc, on a quand même gardé de 2014 à aller jusqu'au début 2026. Ça, c'est une belle façon de rentabiliser une technologie, de la développer et de Hmm. créer de la performance avec. Sauf que là, tu as raison. 2026 à 2028, c'est plus de la même. On parle pas du tout on parle d'un échantillon qui est beaucoup trop court, là. Ouais, ça fait bizarre. Je verrais pas pourquoi c'était le meilleur choix, de l'annoncer et Mhm. pas vraiment de l'annoncer, franchement, de dire comme ça se peut, puis si ça se pourrait, ben ça se fait en 2028. Ben, Ouais. c'est le ou ça l'est pas, là. Je veux dire, comme Je tu pense dis, qu'on voulait des la écuries faveur qui développent publique. des. On veut la faveur Ouais. publique pour aider notre dossier. Ils Puis on voulaient veut que voir, elle voulait voir le pouls du public. Ça se peut aussi c'est ça, très pour bien. aider à convaincre Audi de dire c'est ce que les gens réclament. Ouais, mais Audi va quand même voir ça. Tu sais, surtout qu'Audi, ça va pas super bien avec le groupe Volkswagen. On a Ouais. les investisseurs du Qatar qui sauvent le projet un peu. Donc, c'est un autre brique qui tombe un peu sur la tête. Ton côté, François, tu vois ça tout comment? Je sais là, qu'on parle de V10, je te vois déjà t'en trembles. Là. Ah, T'es, salive, moi. salive. Ben, admettons qu'on y va dans le côté pratique là, de la Mhm. chose. Là. Tu sais, on laisse le côté amateur, passion, on veut tout le V10. Mais est-ce que tu comprends un peu Audi dans cette situation-là? Puis tu trouves pas ça un peu particulier de faire simplement 2 ans avec un moteur que personne ne va vouloir développer? Ben, tu sais, il en parle, mais honnêtement, je crois pas qu'on va en arriver là, justement, pour cette raison-là, parce que Audi, tu sais, justement, développe son moteur. Advenant le cas, exemple, que la F1 fait OK, bah, on a peut-être fait une erreur avec les moteurs, on veut aller au V10, puis on veut y aller plus tôt. On va compenser financièrement ceux-là qui ont investi, mais ça te redonne pas le temps que tu as perdu Mhm. à travailler sur ton moteur V6. Donc, euh, pourquoi? Tu sais, oui, ramenons les V10, mais ramenons-les en 2031. Mhm. Donnons-nous ce 5 ans-là, Ouais. justement, pour rendre. Tenons notre promesse là-dessus. Écoutez, rongeons notre frein, là. On est capable de vivre encore. Ça fait 12 ans. On est encore capable de vivre un autre 5 ans si c'est pour savoir qu'en 2031, on va réentendre le ronronnement des V10 qui sont extraordinaires. Je peux vous rappeler Lewis Hamilton qui écoutait Alonso faire des tours avec une vieille Formule 1. Puis Ouais, à Abu Dhabi. Ouais. pendant son entrevue, il arrêtait et il était comme ah mon Dieu, le son. Tu sais, ça venait le chercher. Ouais. Donc, Puis je me rappelle de la réaction de Toto Wolff qui entend la voiture puis il dit A real car. c'est ça. Donc, tu sais, Une vraie voiture. tout le monde veut ça. Puis le titre d'un de mes podcasts préférés historiques, ça s'appelle Bring Back V10. Et Juste je pour ça. pensais justement à toi, j'ai dit, il Ouais. pourra plus avoir, va falloir qu'il change le nom de son podcast Ouais, favori. c'est vrai, En il va falloir passant, que je change ça. en passant, ton podcast favori, c'est F1 Podcast. Je veux juste que tu corriges ça, là, Non, parce mais que mon tu, podcast anglophone, ah, excusez, ok, parfait, favori. parce que tu pourrais perdre ton titre de recrue de l'année Ah, non, ben, qui Oh, était oh, chaudement oh, disputé la saison j'allais dernière. dire mon deuxième podcast Ok, favori, mais parfait, c'est ben, en correct. fait, c'est mon podcast historique Ah, favori. ok, numéro un, c'est Donc, correct. tout ça pour dire que, ouais, 2 ans, ça marche pas. C'est pas bien. Puis, tu sais, justement, pendant que tu en parlais, je pensais, moi, justement, à Cadillac. Tu sais, Cadillac, eux, ils ont encore un peu de temps devant eux, ils ne sont pas impliqués comme Audi nécessairement. Ben, peut-être qu'ils le sont, mais ils ne sont pas rendus aussi loin dans leur recherche. Fait qu'ils n'ont pas perdu ce temps-là que Audi aura perdu à développer leur moteur. En même temps, combien de la technologie que Audi et ou un autre parti peuvent récupérer de ce qu'ils font et le transmettre sur un V10? Je ne suis pas ingénieur, donc je ne peux pas le savoir. Mais tu sais, je comprends vraiment Audi de ne pas être d'accord avec ça. Mais honnêtement, je crois pas que ça va arriver en 2028, là. Mais il y a plein d'autres alternatives à ça, là. Il y a plein de volets à ça.
Je pense pas que Ferrari est plus content. Je pense pas que Mercedes est plus content parce que oui, on dit la technologie est dure, elle fonctionne pas. Sauf qu'on n'est pas, il n'y a pas juste Audi qui fait un moteur. Puis de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe de Renault? Renault aurait peut-être dit, écoute, avoir su qu'on lâchait les maudits moteurs hybrides, qu'on a de la difficulté, on aurait continué à en faire des moteurs, nous autres. Ben, il n'y a rien qui les empêche d'en venir. Ben, de revenir, mais on a signé quand même un contrat avec Mercedes qui va falloir déchirer pour un Ouais, il y a moteur ça, qui là. existe peut-être plus, là. Mais je veux Non, c'est dire, ça. ouais, on a acheté un moteur. Dans le fond, ça, on a signé une entente Ouais. pour des moteurs qui est peut-être déjà aux poubelles. Mais c'est tout ça, là. J'ai beaucoup de questions par rapport à ce dossier-là. Ça semble simple, tout le monde. On va de l'avant. Hey, on s'en va vers le V10, on change les V10. Hey, je reçois des questions. Allez-vous adresser le sujet des V10? On revient au V10. Oui, oui, on va l'adresser parce que pour moi, il y a bien des couches à ce sujet-là, là. Mhm. Il y a bien des choses à clarifier sur qu'est-ce qu'on fait. Puis moi, ce qui me dérange le plus, c'est de voir les écuries comme justement Honda, Red Bull, Mhm. Ford, comment qu'on va vouloir investir dans cette technologie-là si on sait qu'elle va déjà être mise au rencard après simplement 2 saisons. J'ai peur que ça affecte un peu la compétition. J'ai peur qu'on est un peu en train de mettre aux poubelles 2 saisons. De dire, la saison 2026 puis 2027, il n'y aura pas grand-chose à retenir là parce que c'est une autre année de transition. Toi, de ton côté, Kevin, je sais que tu t'es déjà prononcé un peu sur le sujet, mais si on y va sur le côté, est-ce qu'on dévalorise un peu 2026-2027 en disant qu'on s'en va vers une technologie de moteur qui va disparaître? Moi, si c'est vraiment ça qui est en passe d'arriver, je trouve que oui, c'est mettre 2 années à la poubelle, tout simplement. C'est pas le fun de voir que tu vas essayer de développer ou tu vas développer, mais tu vas développer à la baisse. C'est comme faire un nivellement vers le bas. Ouais. Parce que tu vas essayer de développer, mais pas trop, parce que si jamais on veut avoir un bon avantage pour l'arrivée, mettons, d'un V10 avec ces nouveaux, avec les carburants durables, ben là, on va pas trop développer le nouveau, la nouvelle réglementation technique pour essayer de profiter pour se dire, ah ben finalement, on va prioriser cela parce que je pense que ça va être moins dispendieux, ça va être moins onéreux, et puis après ça, on va réussir probablement à mieux s'en sortir. Je trouvais ça dommage. Je trouve que ça serait une perte de temps pour les gens de perdre leur temps justement à construire cette nouvelle réglementation technique-là pour, excusez l'expression, switcher vers l'arrivée des V10 par la suite. Ouais. Là, je veux juste rappeler à tout le monde là, avant qu'on on commence à se préparer à nous lancer des roches, là. C'est une conversation entre toutes les personnes qui sont en faveur du retour du V10. On, on est tous unanimes là-dessus, là. OK? Les caps, on pense à vouloir amener le V10. C'est juste qu'on essaie de regarder de quel côté. On essaie de racheter une erreur. Puis là, on essaie de faire ça de la meilleure façon. On essaie juste de voir comment. Jean-Christophe, je me tourne vers toi parce que tu as certaines connaissances avec le milieu de l'automobile. Tu fais des tests pour des compagnies de pneus. Tu travailles aussi pour BMW. Je pense que j'ai le droit de le dire, bien sûr. Puis tu Oui. as des liens avec l'industrie de l'automobile. Tu étais justement au salon de l'auto de Toronto il y a quelques semaines. Est-ce que tu penses que on s'est un peu, encore une fois, planté du côté de la Formule 1, du côté de la FIA aussi, à vouloir augmenter le volet hybride des moteurs de Formule 1, quand cette technologie hybride-là, tout le monde s'en fout maintenant dans le domaine de l'automobile, puis personne veut du hybride. Le monde veut du électrique ou pas pantoute. Il y a encore du monde qui veut des moteurs à gaz, là. Puis c'est justement, la F1 est en train de développer une super belle technologie avec des carburants synthétiques qu'on pourrait mettre directement dans nos voitures. Travaille avec ça, avec pas n'importe qui, là. Aramco, Shell, des compagnies comme Esso. Je pense que c'est des gens qui connaissent le domaine du pétrole. Puis on développe ces nouveaux carburants-là, ces carburants-là propres. Fait qu'on commence à se dire, pourquoi qu'on se casse la tête, nous autres, à augmenter des génératrices, à faire des moteurs hybrides quand que tout le parc automobile s'en fout complètement. Sauf que on a quand même décidé de s'entêter puis de développer un moteur 2026 avec une technologie hybride supérieure. Encore là, comme je te dis, quand que tout le monde s'en fout. Penses-tu que c'est ce qu'on vient finalement de réaliser du côté de la Formule 1, qu'on fait quelque chose que dans le fond, qui n'a aucun impact pour le parc automobile? Non, exact. En fait, le but de l'hybridisation, je vais dire ça Oh, comme ça, je, c'était. je pense pas que ça passe au Scrabble, mais on va te le donner au F1 Podcast, OK? Je le donne. Oh. Euh, OK, je pense que le bon mot, c'est électrification. on va dire ça comme ça. OK. Le but de l'électrification et des voitures hybrides était d'avoir, comment dire, là-dedans avec un produit qui était plus vert, mais encore familier avec qu'est-ce qu'on connaissait avec tout ce qui était des produits à essence. Mhm. Tu l'utilises comme un produit à essence, mais c'est électrique, c'est meilleur pour tout le monde est content. Mais le but,
c'était une transition. Donc, la transition venait à éventuellement avoir une voiture électrique. Et là, on s'est rendu compte que c'était impossible d'avoir, pour l'entièreté du parc automobile mondial, d'avoir une transition presque complète ou au moins majoritaire à l'électricité. On n'a pas l'infrastructure d'électrification pour avoir ça. C'est impossible. Donc, beaucoup de manufacturiers se sont un petit peu compromis, ont surproduit beaucoup de véhicules et là sont pris avec. Euh, la plupart, en tout cas. Ouais, mais Je ne puis nommerai ça va pas de pas nom. super, ça va pas comme on voulait. Mais là, Exact. de l'autre côté, les technologies hybrides, on les a jetées aux poubelles beaucoup trop vite. Moi, c'est mon opinion, là. Je trouve que là, la F1 continue de vouloir en développer quand ça nous intéresse pas. Puis de l'autre côté, ben, on a nos gaz synthétiques, nos carburants synthétiques qui sont probablement une partie de l'avenir. Si un jour certains paliers de gouvernement décident d'ouvrir les yeux et de porter un intérêt envers ça, d'arrêter de s'arrêter au premier degré, de dire carburant, pétrole, sale, non, pas bon. Oui. Qu'on commence à comprendre que si le carbone a été retiré, ben de l'effet carbone, de l'empreinte carbone, il n'y en a plus. Donc, ce que tu brûles, c'est un gaz synthétique, un gaz qui est pas polluant. Donc, à ce moment-là, c'est Non, une belle exact. alternative, là. Mais À c'est moins ça. qu'il soit polluant d'une autre manière, Ben, malheureusement, ouais. autant Mais du zéro grande qu'on ne émission, voit pas ouais. on voit pas les désavantages encore. À moins que ça soit ça, mais là, on vient de rendre le virage à l'électricité, du moins pour les voitures, complètement obsolète. Pourquoi est-ce qu'on se casserait la tête à changer nos habitudes, à devoir avoir une voiture électrique qui est à beaucoup d'égards moins bonne qu'une voiture à essence pour tout ce qui est du côté enthousiaste, euh, pour certains puristes, ou même juste pour la majorité des gens qui veulent pas se faire sentir qu'ils se font tordre la main. Et là, on a une F1, justement, qu'on sait pas, des gens sont peut-être connaissants du fait qu'elle est hybride. On le sait pas vraiment, ça n'a pas vraiment d'impact sur comment dire, le déroulement d'un Grand Prix. On ne le considère pas vraiment comme un facteur, c'est juste un genre d'accessoire. Ouais. Et là, et là, pourquoi est-ce que ça? Les puristes et les fans, ben, c'est pas vraiment intéressant. Je veux dire, on a quelque chose avec une plus petite cylindrée qui sonne moins et qui est moins intéressante. Et Mais en on ne emmenant le satisfait pas non plus V10, les gens qui sont verts, qui ouais. veulent aller vers. On s'en fout, là. Tu sais, c'est vraiment deux chaises, là. C'est ça. Mais en amenant le V10 aussi, ben, on fait la démonstration aussi que nos gaz synthétiques, nos carburants synthétiques réutilisables, puis toutes ces choses-là, ben, on est capable d'aller jusqu'à des V10, pas être polluant. On est capable de montrer que notre empreinte de carbone est bas. On continue aussi de favoriser le développement et d'accentuer aussi cette technologie-là. Donc, Exact. c'est tout ça qu'on veut aller là. Sauf qu'encore là, on s'est réveillé un peu trop tard, puis on n'a pas trop porté attention à ce qui se passait ailleurs, de dire on développe quelque chose que les gens ne sont pas Ouais. intéressés. Euh, La FIA a jamais été des grands Visionnaire. pionniers. Ouais, C'est c'est des ça. visionnaires, c'est des suiveurs. Et, malheureusement, ben, ça veut dire que tu dois absolument être sûr de faire ta décision, qu'elle soit la bonne au moment que tu la fais. Et ben là, encore une fois, ben, on a nos preuves. On est en réaction plutôt que, c'est ça, en Exact. projection. Je veux terminer avec vous. Il nous reste vraiment pas beaucoup de temps. Je vais y aller avec la question bonus. Question bonus, plutôt, c'est le segment vrai ou faux. J'en ai une pour vous, une qui a retiré l'attention parmi les auditeurs du F1 Podcast. Beaucoup me posent la question. J'ai décidé de la placer comme ça. Ça ne veut pas dire qu'elle illustre mon opinion face à la situation, mais plutôt à ce qui se passe dans le marché. Je commence avec toi, François Goulet. Vrai ou faux? Sergio Perez est la meilleure option pour Cadillac F1. Faux, c'est tout. Non. C'est faux? T'as-tu dit faux? Faux, faux, Faux? faux. OK. J'ai dit faux, OK? Ce n'est pas la meilleure option, à mon avis. La seule raison peut-être pourquoi il caresserait cette candidature, ben, les seules raisons seraient, un, l'argent qu'il amène avec ses commandites. Ah non, OK. Deux, le fait qu'il est sur le continent américain. Et trois, qu'il a de l'expérience en F1. Mais ce Hmm. n'est pas le meilleur candidat pour Cadillac. On a déjà parlé de, moi, le meilleur candidat d'expérience pour Cadillac, ça reste Bottas. Je ne sais pas pourquoi. Là, le nom de Perez vient comme de rebondir un petit peu plus Ouais, mais que je ce pense qu'il qu'il y a était. beaucoup de monde qui mousse sa candidature aussi, là. Il y a du pouvoir avec lui, là. Fait que Oui, il y a du lobbying ouais. là-dessus, mais tu sais, je pense que tu sais, avant qu'on parle de Perez maintenant, moi, c'était toujours comme Bottas qui était comme le choix que j'entendais à droite, à gauche. Et on a discuté tantôt, tu sais, de cette saga Red Bull, tout ça. Moi, j'ai entendu récemment là, que Bottas, pas Bottas, excusez, Perez n'était pas quelqu'un qui était capable de bien nécessairement véhiculer
son ressenti sur la voiture et d'être c'est pas un bon allié lorsque vient le temps de développer une voiture. Et Mhm. c'est un peu pour ça qu'ils écoutaient un peu plus aussi Verstappen, qui était, oui, un meilleur pilote, mais qui avait un meilleur rendu et une façon de communiquer, en fait, vraiment son ressenti sur la voiture. Donc, Mais notre pourquoi prendre pas? collaborateur, Ouais, notre collaborateur Fred Vallée, justement, ouais. m'avait mentionné à quel point que c'est ce qui l'avait étonné le plus, c'est la façon de vulgariser l'information de Max Verstappen. Il parlait le langage des ingénieurs, mais Mhm. c'était pas prononcé au même égard sur Sergio Perez. Donc, ça veut pas dire que Perez Exact. n'était pas bon, mais il n'avait pas senti le besoin de me spécifier la qualité. Puis c'était une des raisons pourquoi j'avais dit, pourquoi tu penses que Verstappen s'en sort mieux? Il avait dit le talent, toutes ces choses-là, mais il dit une des choses, c'est que il est très bon pour communiquer des informations avec les ingénieurs. Donc, on évolue très vite dans son cas lors des journées d'essais libres, tout ça, parce que c'est une question de momentum. Un week-end de course, on le dit souvent, hein, comprendre les bons réglages et construire là-dessus le reste du week-end. Excuse-moi, François, je sais que je vais aller rapidement avec ça. Pour toi, c'est faux. C'est pas ta prédiction. Ça veut pas dire que tu dis que Perez ne sera pas chez Cadillac. C'est juste que pour toi, si tu étais en charge de l'écurie, ça serait pas ta meilleure option présentement Pour cette raison-là, je le prendrai pas pour développer ma voiture parce qu'il n'est pas de réputation un bon développeur de voiture. de voiture. En plus, Bottas a de l'expérience avec les moteurs Ferrari dans Et, les dernières et années. aussi les grosses écuries. Ben, Exactement. Perez aussi, mais bon. De ton côté, Kevin, est-ce que c'est vrai ou faux, Sergio Perez est la meilleure option pour Cadillac F1? Très rapidement, faux, pour toutes les raisons que François a énumérées. Ça- Puis toi aussi, tu y vas. Côté marketing, tu comprends, mais Oui, côté exact. pratique, non. Niveau De ton, sportif, c'est ça. de ton côté, Jean-Christophe, en un mot, vrai ou faux, Sergio Perez est la meilleure option pour Cadillac F1? Pas. Bon, écoutez, les boys, moi, je suis d'accord avec vous, avec le faux. Et puis, la raison pourquoi, ça va un peu avec François de dire le développement, mais aussi, premier Grand Prix de la saison 2026. Tu arrives avec Cadillac F1, Sergio Perez est dans ta voiture, tu arrives en Q1, puis Sergio Perez fait le pire temps de la séance. Quelle conclusion tu peux en tirer? J'ai la pire voiture ou c'est Sergio Perez qui est fini? Tu le sais pas. T'es pas capable de le savoir parce que Sergio Perez avait pas des bons moments chez Red Bull. Tu le ramènes, il est encore pas avec des bons moments. Donc là, tu te dis, c'est-tu lui qui est pas bon, qui est fini, ou c'est ma voiture qui est pas performante? Donc, c'est le gars d'expérience vers qui tu es supposé te tourner comme banc d'essai pour savoir, pour venir mesurer la performance de ta voiture, la fenêtre de performance, et puis en même temps, tu n'as pas vraiment confiance en ce qu'il peut te donner. Si, si Cadillac va de l'avant avec lui, c'est qu'on va avoir cet certain égard de confiance-là. Sauf que je trouve que de l'externe, même de l'interne pour des gens qui vont travailler là, ça va être très dur de tirer des conclusions par les temps, le rendement que Perez va faire à bord de la voiture. Donc, c'était mon opinion sur ce sujet-là. Donc, unanime qu'on est tous faux que Perez n'est pas la meilleure option. Sauf que en date d'aujourd'hui, je pense que c'est quand même lui qui est le plus proche d'avoir ce travail-là. Donc, ça reste à voir s'il va y avoir du changement à venir au cours des prochaines semaines. Donc, c'est pas la dernière fois, d'après moi, qu'on va en parler. Donc, messieurs, c'est tout le temps qu'on avait pour cette semaine. On a réussi à passer des sujets qui étaient très importants aux yeux des auditeurs du F1 Podcast. Et pour moi, c'est ce qui est de plus important. Donc, François Goulet, merci beaucoup d'avoir été là encore une fois. Ça a été un plaisir. Pareillement. Même chose pour toi, Kevin Fontaine. Les gens peuvent continuer de lire tes chroniques sur la page Facebook du F1 Podcast. Et puis, on peut aussi se procurer ton livre qui est toujours disponible, La Formule 1 au circuit Gilles Villeneuve. Si vous en voulez des copies, ben, vous pouvez rentrer en communication avec le F1 Podcast. Ça va me faire plaisir de vous mettre en contact avec notre bon ami Kevin. Merci beaucoup, Martin. Bien gentil. Ça fait plaisir. Et Jean-Christophe, bonne chance. On risque d'avoir des développements au cours des prochaines semaines sur ton passage en Italie. J'ai bien hâte que tu nous donnes des nouvelles. Puis je vais essayer de construire un petit quelque chose là, pour montrer aux gens ce que tu as vécu là, au cours de ces belles journées-là en Italie. Essayer de leur faire vivre un peu ce que tu vivais. Là. J'ai vu des angles de caméra et tout ça. Qu'on essaiera de préparer quelque chose au cours du week-end, si tu le veux bien, là, pour présenter ça aux auditeurs du F1 Podcast. 100%, avec grand plaisir. Good. Merci beaucoup les boys. Puis je vous souhaite une excellente fin de semaine. Au revoir. Yes, sir. Vous Merci. aussi, pareillement. C'est ce qui conclut notre épisode du vendredi 28 mars. Notre prochain rendez-vous sera vendredi prochain en marge des séances d'essais libres du Grand Prix du Japon qui se tiendront du côté du circuit de Suzuka. Entre-temps, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, X, Twitter ainsi que Instagram, à nous rejoindre aussi par l'entremise de nos chaînes Spotify et YouTube et activer la petite cloche question de recevoir une notification
lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite un excellent week-end.